Mercredi 31 mars 2021. Sur le vif, un balado du CRIMIS, épisode 22. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Marie-Ève Goyer, médecin de famille et praticienne chercheur au CRIMIS, et Hélène Paul-Flitt, coordonnatrice du Continuum Population vulnérable et intervention de crise à la direction de programmes de santé mentale et dépendance au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Première question, Marie-Ève. Le 16 avril dernier, vous avez participé au balado Sur le vif pour nous parler plus spécifiquement de la mise sur pied de l'unité d'isolement pour personnes en situation d'itinérance à l'hôpital Royal-Victoria à Montréal. À l'époque, vous estimiez que, de manière générale, les séjours à l'unité se passaient somme toute assez bien. Vous avez aussi salué la réactivité, la souplesse du réseau de la santé et des services sociaux quant à sa gestion de la crise et la grande flexibilité, en fait, des personnes qui devaient gérer la situation. À l'aube de la troisième vague, près d'un an plus tard, où est-ce que vous en êtes? C'est une grosse question. Je pense que le thème général serait nous en sommes tous comme réseau de la santé et des services sociaux extrêmement fatigués. Et c'est la grande différence entre la première et la deuxième vague. À la première vague, les gens se sont retournés très, très vite. On a eu, comme je le disais, beaucoup de souplesse. On a été capable de monter des choses très, très rapidement. La deuxième vague est vraiment tout autre. Et la première chose, c'est vraiment qu'on sortait à peine d'une première vague très fatiguée. Le personnel a eu peu de vacances. Les gens ont accepté des surcharges de travail avec l'espoir que la première vague serait la seule. Et malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. La deuxième chose qui caractérise, je pense, la deuxième vague, c'est que contrairement à la première, le réseau, dans son fonctionnement habituel, avec ses activités habituelles, n'a pas été mis sur pause. Donc, à la première vague, la plupart du personnel a arrêté de faire ce qu'il fait en temps normal. Pour ma part, au niveau médical, plusieurs des médecins ont arrêté, les cliniques étaient sur pause. Donc, les gens nous disaient, on a du temps de libre, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? La deuxième vague, point du tout. Les activités usuelles ont été maintenues très, très, très longtemps. Et quand la deuxième vague a commencé à monter, on a dû rajouter la COVID et la deuxième vague par-dessus notre charge ou notre surcharge de travail usuelle. Et on a retrouvé aussi un peu la surcharge de notre système de santé dans sa structure, sa bureaucratie, sa lourdeur, ses comités, son organigramme, qu'on avait un peu mis de côté pour la première vague dans une perspective de réagir rapidement. Hélène Paul-Flitt, vous êtes notamment responsable des équipes qui travaillent auprès des populations en situation d'itinérance ou en grande précarité, vulnérabilité, en situation de crise. Qu'est-ce que vous voyez de votre côté à la lumière de ce que Marie-Ève nous partage? À votre avis, quels sont les impacts de la deuxième vague? Bien, effectivement, et la deuxième vague dans le milieu de l'itinérance, contrairement à la première, elle était substantiellement plus grande. Les équipes ont quand même fait preuve de beaucoup de résilience dans la dernière année, de beaucoup d'engagement. La deuxième vague, en termes d'effectifs, on n'était pas où on était à la première, où est-ce qu'on était prêt et on attendait, et donc on a dû en fait fonctionner à l'envers, d'augmenter nos effectifs et d'augmenter nos actions en même temps que la vague montait. Mais parallèlement à ça, ce qui est nommé dans les équipes terrain, c'est aussi une certaine perte de sens, puis une perte d'orientation parce que leur travail devient maintenant de toujours attendre la crise, d'y réagir, de se donner à fond, mais le core business qui est le leur habituellement, qui est tout aussi important et tout aussi les demande tout autant qu'avant et peut-être même plus, mais ils sentent pas qu'ils sont capables de l'actualiser. Et donc, il y a cette perte de repère-là, puis cette perte de sens-là dans la dernière année qui devient extrêmement lourde à porter pour les équipes. Ce qui a été différent aussi dans cette deuxième vague-là, c'est qu'on a dû faire face à des changements très, très rapides et très, très fréquents. Donc, ça a été hyper taxant pour les équipes. Là, pour vous donner un exemple de l'ordre de, on commence à avoir un peu plus de débit dans l'unité d'isolement à demain, on accueille tout d'un coup 50 personnes. Les infirmières doivent rester toute la nuit. Ça déborde. Il faut mettre du backup médical, se réorganiser. Et on a fait ce va-et-vient-là des dizaines de fois. Alors,
There's so much you can do. Ça nous amène à parler un peu plus de ce que vivaient les populations. Qu'est-ce qui s'est vécu pour les populations? Comment ça les a affectés, tout ça? Je pense plus spécifiquement avec, on l'a vu là, avec la montée des cas de transmission de la COVID pour faire diminuer le nombre de cas. La santé publique a misé sur plusieurs mesures, comme par exemple le dépistage accru, la vaccination, des obligations d'isolement, le couvre-feu. À votre avis, quelles ont été les répercussions de ces mesures sur les personnes? Souvent perçues, on le sait bien, comme des vecteurs potentiels de la transmission du virus. En fait, comme à peu près toutes les mesures sociales, les personnes qui sont les plus vulnérables sont toujours les plus touchés et ceux qui vivent de façon le plus accrue des impacts négatifs, en fait, de ces mesures-là. On a juste à se ramener à la question du couvre-feu. Où vais-je quand je suis obligée d'être à l'intérieur alors que je n'ai pas de chez moi et qu'il n'y en a pas vraiment des places de refuge où je ne suis pas nécessairement bien ou capable d'accéder à ces refuges-là. Donc, ça a été une période extrêmement sombre pour ces personnes-là qui déjà avaient été encore plus vulnérabilisées par la première vague. Donc, on a vu une accumulation extrêmement rapide de toute cette charge-là, de toutes ces contraintes-là et des impacts négatifs des différentes mesures qui, bien qu'on peut comprendre la logique, ces personnes-là, ils l'ont pas vécu comme la population générale qui, on pouvait être un peu agacé d'être à la maison et de pas pouvoir sortir et voir sa famille pendant le temps des fêtes. Mais ces personnes-là sentaient qu'ils étaient en danger, qu'il fallait qu'ils se cachent de la police. On a entre autres une personne qui est décédée pendant l'hiver parce qu'elle se cachait et s'est mis plus à risque. Donc, on les a vulnérabilisés davantage sur toutes les autres sphères que la COVID. Marie-Ève Goyer, qu'est-ce que vous pensez de ça? À votre avis, est-ce que finalement ces mesures ont ciblé davantage les personnes en situation d'itinérance? Oui, ils ont effectivement été d'une certaine façon démesurément touchés ou ciblés, même si c'était bien sûr pas ça l'objectif. Je vous donne un exemple. Monsieur, madame, tout le monde qui a un toit sur la tête, s'il a des symptômes ou même s'il en a pas, c'est à lui de prendre la décision dans son âme et conscience s'il fait le souhait d'aller se faire dépister. Si cette personne-là se fait dépister et qu'il a la COVID, c'est à lui, dans son âme et conscience, de décider s'il sort faire l'épicerie ou pas, il va voir d'autres personnes. Et il y a presque aucune mesure pour vérifier ça et obliger ça. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Je me prononce pas là-dessus, mais je nous fais quand même remarquer collectivement que c'est pas ça qui est arrivé à la population itinérante. On a fait des dépistages massifs à des gens qui étaient pas nécessairement symptomatiques et ça veut donc dire des mesures qui découlent de ça. Et quand on avait des cas positifs, on a vraiment, comme on se sentait responsable, ce qui est tout à fait justifié, d'essayer d'aider ces personnes-là à s'isoler, ben d'un autre côté, on n'est souvent pas très loin d'un isolement obligatoire, voire même, on a vu en deuxième vague beaucoup plus d'isolement forcé, ce qu'on voit pas dans la population en général. Donc, c'est comme s'il y avait une lumière accrue sur cette population-là et on lave plus blanc que blanc, alors qu'on ne demande pas ça à la population générale. Quand on s'est parlé en avril dernier, Marie-Ève, vous mentionniez en fait que l'unité d'isolement du Royal Vic, c'était le principal lieu à Montréal pour permettre aux personnes atteintes de la COVID de faire leur quarantaine. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à la deuxième vague? Qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce qu'on a dû élargir, finalement, les lieux pour penser l'isolement? Puis qu'est-ce que ça a voulu dire dans le réseau, tout ça? En fait, on s'est retrouvé à un certain moment dans la deuxième vague à un niveau de saturation du milieu hospitalier qu'on n'avait jamais vu. On était vraiment proche du point de rupture à Montréal où on commençait à manquer de lits pour des personnes qui étaient malades de la COVID et qui étaient en danger de décès, qui avaient besoin de soins hospitaliers. Et on s'est même retrouvé, là, je nous rappelle, à commencer à regarder des mesures de triage pour les soins intensifs pour dire qui ne rentrera plus dans les soins intensifs le jour où ils vont être pleins. C'est important de le dire parce qu'à ce moment-là, on s'est aussi retrouvé dans une bizarre situation où en dépistant et en voulant bien faire dans la population itinérante, à partir du moment où on trouvait des cas positifs, souvent ces gens-là étaient pas malades, avaient pas besoin d'être à l'hôpital, mais comme ils étaient très, très à risque de tomber en sevrage, eh bien, on faisait le choix de les envoyer à l'hôpital.
Et on s'est retrouvé dans une bizarre de situation où on envoyait un peu de force, ou des fois carrément de force à l'hôpital, des personnes saines, entre guillemets, qui n'avaient pas d'autre maladie que d'être porteurs du COVID, mais le fait de les isoler faisait en sorte qu'ils développaient des problématiques de santé comme des sevrages sévères à l'alcool. Quel est le réel bienfait de continuer tout azimut à faire du dépistage et est-ce qu'on est vraiment en train actuellement de faire plus de bien que de mal? La sévérité un peu avec laquelle on a abordé la COVID dans le milieu de l'itinérance, qu'on a suivi les personnes de où ils dorment à leur dépistage, à est-ce qu'ils se rendent bel et bien à l'unité, est-ce qu'ils demeurent à l'unité, s'ils sortent de l'unité, il y a un ordre d'isolement et là, on va les suivre jusqu'à l'hôpital. Et en fait, je soumets quand même la réflexion que la population en général n'aurait jamais toléré ce genre de situation-là, mais on l'a toléré chez la population en situation d'itinérance et qu'on a induit aussi un sentiment de méfiance chez la population en situation d'itinérance qui se manifeste en ce moment par quand même une réaction très forte à la question du dépistage. Il y a des gens en ce moment qu'on isole, ça fait 16 fois qu'on les dépiste dans les 2 derniers mois. Ils sont plus capables de nous voir arriver avec un dépistage. Je les comprends bien parce qu'ils comprennent aussi ce que ça veut dire, la suite de la séquence. On a peut-être complexifié pour rien et vu ça beaucoup plus lourd que c'est l'isolement de personnes en situation d'itinérance. Pour une très, très grande majorité, le besoin, et ça revient à une grande discussion sur l'itinérance, le besoin, c'est d'avoir un toit sur la tête et d'être dans un endroit où on se sent bien et confortable. Et il y a pas tant et pas si souvent que ça de très grands besoins médicaux ou cliniques et que ces personnes-là chez qui il y a vraiment des sevrages très, très à risque où on a besoin de déployer des mesures exceptionnelles, il n'y en a pas tant que ça. Et ça amène de façon plus large tout l'enjeu de l'accès au logement parce que finalement, c'est ça qui nous pète d'en face encore une fois. C'est ça l'enjeu de la COVID et de l'itinérance actuellement. Et attention à ne pas trop médicaliser, en plus dans un contexte où les ressources sont fatiguées, manquantes. En quelques secondes, pouvez-vous nous parler des recherches qui ont été menées à propos de l'initiative du Royal Victoria et auxquelles plusieurs membres du CREMIS participent? On va le faire de manière très abrégée, sachant qu'on va pouvoir mettre les liens sur le site du CREMIS pour que les gens puissent les consulter. Avec l'équipe de soutien clinique organisationnel en dépendance et itinérance qui est à l'Institut universitaire sur les dépendances, conjointement avec le CREMIS, on a uni nos forces pour faire une évaluation de la première vague et de l'implantation donc de l'unité d'isolement dans l'ancien hôpital Royal Victoria. La particularité de la COVID dans la première vague nous a permis vraiment de mettre de l'avant des pratiques novatrices, dont le Safer Supply, les programmes de gestion de l'alcool, mais aussi toute l'importance d'une réponse intégrée entre la dépendance et l'itinérance et d'arrêter de cloisonner ces deux milieux-là. L'importance aussi de continuer à développer des nouvelles approches collaborative, mais aussi multidisciplinaire quand on fait de l'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance. Je vous invite à venir. D'ailleurs, on a une série de webinaires là, qui est organisée et on présentera les résultats de cette initiative-là le 29 avril sur l'heure du midi. Hélène Paul-Flitt, si vous aviez à jeter un regard sur ce que la crise révèle, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur notre réseau, sur l'organisation des services, ses forces, ses faiblesses? La COVID, dans la dernière année, nous a montré vraiment beaucoup de belles choses, mais nous a aussi montré justement de certaines zones de faiblesse. Marie-Ève a mentionné d'entrée de jeu là, certaines lourdeurs bureaucratiques de différents paliers à solliciter pour avoir un go ou un OK. Malgré le fait qu'on a quand même été super chanceux en première vague, ça a été très, très, très agile. Dans la deuxième, on était un petit peu plus empêtrés dans ce volet-là. Ce qu'on a vu, par exemple, c'est vraiment là, la force des équipes cliniques, l'engagement et le désir d'aider, mais surtout aussi la force d'avoir un réseau de la santé qui est très, très ancré dans son milieu et qui est très en lien avec les milieux communautaires. Parce que la deuxième vague, elle a été portée main dans la main entre les équipes cliniques du Centre-Sud et ceux qui nous promenaient de la convergence, mais aussi
par le milieu communautaire. Je pense entre autres à mes collègues de la mission Oldbury qui ont tenu le fort. Donc, il y a vraiment un beau maillage à ce niveau-là. Après ça, ce qu'on a vu aussi, par exemple, qui est peut-être un côté un peu moins reluisant, c'est l'impression qu'il faut être une équipe spécialisée pour accueillir une personne en situation d'itinérance dans ses services. Et là, on a vu beaucoup d'établissements, beaucoup de services dire « c'est pas nous, ces gens-là, c'est trop complexe ». Et ça, allant de l'avant, je me dis « faut qu'on travaille ça », que les gens se sentent habilités, mais aussi déconstruire un peu qu'est-ce qu'est l'itinérance et qui est la personne en situation d'itinérance avec ses multiples besoins.